Une concierge à la dérive et aux prises de la finance mondiale, c'est notre une francophone. Bienvenue à bord de 64 minutes, Magali Descloseaux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous signez votre troisième roman, Une loge en mer aux éditions du Faubourg. C'est un roman épistolaire, un rien loufoque, drôlatique, une fantaisie jubilatoire, aussi les qualificatifs qui reviennent. Est-ce que c'est une définition qui vous va ? Oui, je pense. Je pourrais dire aussi c'est une fable réaliste, par exemple. Vous en aviez conscience au moment de l'écriture ? Que c'était drôle à ce point-là, non, je crois pas. Parce que c'est beaucoup un comique de situation, quoi. Les personnages se retrouvent dans des situations invraisemblables et en même temps très concrètes. Oui. Alors vous nous racontez, soyons concrets, vous nous racontez les mésaventures d'une ancienne gardienne d'immeuble qui a signé un contrat pour le moins inhabituel. En échange de sa pension de retraite, elle peut habiter un conteneur aménagé au milieu des marchandises et faire des allers-retours entre la France et la Chine. Vous-même, vous avez embarqué sur un porte-conteneur pour mieux raconter ces aventures de Ninon Moineau. C'était comment ? C'est magnifique, c'était un voyage absolument magnifique et en même temps il y avait plein de paradoxes, c'est-à-dire à la fois la beauté d'être sur un porte-conteneur absolument immense sur la mer pendant des jours et des jours et des jours, et puis en même temps on arrive dans des ports, souvent c'était dans la brume, on arrive à Beyrouth, on dit finalement les collines de Beyrouth, tout ça, et puis le jour se lève et on est toujours au milieu de zones industrielles. Pareil à Malte, super, on va arriver à Malte, toujours dans la brume, et puis ça se lève, c'est pas du tout le beau port de la Valette, mais on est au plein milieu. Et sauf que votre héroïne, Manon Nino, son rêve se transforme vite en cauchemar. L'homme qui lui a proposé la reprise en viager de son logement se révèle en fait être un financier de la pire espèce. Un rentier, je dirais. Un rentier, tout simplement de la pire espèce, je ne sais pas. C'est un rentier qui fait fructifier son patrimoine. Il a eu l'idée de lui offrir... Sans scrupule. Non, il est dans cette logique de faire fructifier. Je ne sais pas si c'est des scrupules. Il ne se pose même pas la question des scrupules, je crois. Alors, votre héroïne, quand même, elle se dit que c'est peut-être pas idéal pour elle. Je ne suis pas un animal, tout de même, encore que. C'est ce que vous lui faites dire. L'ancienne concierge est désormais considérée comme un actif humain. C'est une manière, comme vous le dites, de faire une bonne affaire avec un être humain. Est-ce que votre livre, c'est aussi une critique contre les dérives de cette mondialisation, de ce monde financier ? De la finance, oui. C'est vraiment une critique de la finance. Et en fait, la mondialisation va avec la finance mondialisée, quoi. Les deux sont ensemble. Et on voit vraiment que la finance, l'argent circule en dehors des frontières, par-delà les lois des États. Ça tourne comme ça au-dessus de nos têtes, quoi. Et je voulais un peu démystifier ça et puis essayer de comprendre un peu comment c'était possible, comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça que je suis arrivée à un porte-conteneur qui tourne en boucle, comme la finance, sauf que dedans, il y a effectivement un actif humain où il y a des vêtements, des choses comme ça qui sont le résultat d'un travail de sous-traitance, de gens très mal payés qui circulent dans ces conteneurs. Alors tout ça est assez précis, toute cette partie-là. Vous avez dû beaucoup potasser sur ces méandres de la finance mondiale. Oui, mais c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Puis je voulais vraiment un peu démystifier, quoi, parce qu'on a toujours des acronymes, CDS, LBO, ça paraît très compliqué, on retrouve ça dans le journal, CDS, LBO, mais quand on s'y coltine un petit peu, on s'aperçoit que c'est relativement simple, pas de créer ces objets, mais la logique, ça correspond toujours à une logique assez simple de rentabilité maximum. Sa demande de renseignements effectuée à une conseillère juridique se transforme finalement en échange épistolaire avec le jardinier de celle-ci qui désormais a pris en charge la correspondance. C'est un lien assez mouvant qui se crée entre ces deux personnages. Est-ce que vous diriez que c'est un échange, un dialogue entre deux perdants de la mondialisation ? Oui, ou deux personnes qui ne se laissent pas happer par la mondialisation et la problématique qu'ils se retrouvent à affronter tous les deux. Et la tendresse, la candeur, la simplicité, j'avais vraiment besoin de ça, quoi. Parce que sinon, c'était trop ardu, trop détestable. Tout ce récit autour de la finance mondialisée. Alors vous avez fait autour de cette thématique plutôt ardue quelque chose d'assez poétique quand même aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant des ports. Donc c'est quelque chose d'assez poétique, mais c'est doux amer, vous en avez conscience aussi ? Oui, parce que c'est un sujet doux amer, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois on continue à vivre nos vies et à s'aimer et à avoir envie de créer des choses, et à la fois on est quand même des pions
pour beaucoup d'entre nous, sont des pions de cette finance mondialisée, tout à fait. Donc il y a quelque chose de doux amer, oui. Il y a un bon exemple, peut-être, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça, dans l'actualité récemment, avec l'Ever Given, ce cargo qui a bouché le canal de Suez et une partie du commerce maritime récemment. Est-ce que vous, étant donné votre roman, ça vous a fait peut-être un peu sourire ? Ah bah oui, mais j'ai même regretté de ne pas avoir eu cette idée. Parce que je pense que l'héroïne, elle aurait adoré. Parce que j'ai vu là où est son conteneur sur le porte-conteneur de mon héroïne. Elle se serait retrouvée le nez sur le désert du Sinaï et enfin immobile, puisqu'elle tourne en boucle de Fos à Shanghai perpétuellement. Donc Fos en France, Shanghai en Chine. Voilà, et là, elle aurait été bloquée pendant quelques jours sur le désert du Sinaï, qui est absolument magnifique. Donc je pense qu'elle aurait été contente. Non, j'ai regretté de ne pas avoir l'idée, ça, je vous avoue. Je ne sais pas si vous voulez. Bah, écoutez, peut-être une bonne idée pour le tome 2. Et vous nous embarquez peut-être donc pour le tome 2 à bord de Une loge en mer. Merci beaucoup Magali Descloseaux d'être venue dans 64 minutes.